Je suis très très heureuse que nous accueillons ensemble Guillaume Pitron, qui, voilà, je passais devant une librairie, j'ai trouvé son livre et je l'ai dévoré. Alors, c'est pas que des bonnes nouvelles, mais Guillaume, on est ravis que vous soyez là. Vous étiez au MEDEF hier, vous avez vraiment fait des efforts pour être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou nous résumer, pour tous ceux qui n'ont pas lu votre livre, que vous signerez en dédicace, ce problème des métaux rares avec les énergies renouvelables. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci de m'inviter. Qui n'a jamais rêvé de rendre sa grandeur à la planète? Quelle perspective enthousiasmante, surtout quand c'est notre président qui le dit, « Make our planet great again ». Et rendre sa grandeur à la planète, eh bien, c'est accélérer la transition énergétique. C'est le thème de cette université. Et accélérer la transition énergétique, eh bien, c'est basculer vers les énergies vertes, les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques, les réseaux électriques intelligents, le numérique qui permet l'efficacité énergétique. Grâce à ce basculement dans ce nouveau modèle énergétique, eh bien, on peut espérer gagner la bataille du climat et contenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés. J'étais aussi à l'université d'été des Verts la semaine dernière, à l'occasion de laquelle Yannick Jadot a fait un discours de lancement de la campagne pour les européennes. Yannick Jadot a dit « Il faut que nous nous débarrassions de notre dépendance au pétrole, il faut nous rendre dépendants, il faut que nous soyons dépendants du soleil et du vent. » Mais entre le soleil et le vent et la prise, il y a quelque chose. Il y a des technologies vertes, et dans les technologies vertes, il y a aussi quelque chose. Il y a des matières premières. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Il y a des métaux abondants que vous connaissez tous, fer, cuivre, aluminium, zinc, or, argent, etc. Puis aussi des métaux rares. Et les métaux rares, ce sont des métaux qui se trouvent dans l'écorce terrestre dans des proportions infiniment moindres que les métaux abondants, mais qui sont indispensables pour les technologies vertes, les technologies numériques. Ces métaux, il y en a une trentaine. Alors on peut parler de vanadium, germanium, gadolinium, terres rares, cobalt, tungstène, etc. Je vais arrêter là la poésie, mais c'est juste pour vous dire que leurs propriétés magnétiques, leurs propriétés optiques, catalytiques sont telles que nous avons besoin de plus en plus de ces métaux pour notre transition énergétique. Et quand on regarde les chiffres qui sont annoncés par exemple par l'Agence minérale allemande de notre consommation entre 2013 et 2035, on voit que la consommation de ces matières premières explose. On voit par exemple qu'il va falloir, d'ici 2035, 4 fois plus de tantale, 5 fois plus de palladium, 9 fois plus de scandium, 24 fois plus de cobalt, puisqu'il faut du cobalt pour les batteries des voitures électriques, 180 fois plus de lithium. D'ici les 30 prochaines années, nous dit notamment le CNRS dans une étude qu'on appelle Ancre, nous allons pour tous nos besoins, et notamment pour les besoins de la transition énergétique, consommer plus de métaux que tout ce que l'humanité a consommé comme métaux depuis 70 000 ans. Alors moi je suis journaliste, j'aime bien les discours sur la transition énergétique, mais je me pose aussi une question, et ces métaux on va les chercher où? Et puis à quel coût pour les hommes et pour l'environnement? Est-ce qu'on va aller les extraire pour ensuite pouvoir les mettre dans nos technologies vertes? Et là je vous emmène en Chine où je me suis rendu plusieurs fois, et je me suis rendu dans les mines. Et dans les mines, qui se trouvent notamment dans le sud de la Chine, dans le Jiangxi et dans les zones de raffinage dans le nord de la Chine, dans la Mongolie, en Mongolie intérieure, on extrait ces métaux dans des conditions épouvantables. Épouvantables pour les écosystèmes et épouvantables pour les hommes, les femmes et les enfants qui vivent dans ces zones-là. Une experte chinoise des terres rares, Viviane Wu, voix très autorisée, me dit « Guillaume, la Chine a sacrifié son environnement pour donner au monde, pour pouvoir fournir le reste du monde avec des terres rares, qui est donc une fameuse catégorie de métaux rares. » Et ce que je vous raconte pour les terres rares, parlons, si vous voulez, du cobalt au Congo, ou parlons par exemple des considérables besoins en eau et en électricité pour aller extraire du lithium et du cuivre au nord du Chili. Donc en fait, paradoxe, pour faire du propre, il faut faire du sale. Et puis, pour profiter des renouvelables, il faut l'accès d'abord à des matières qui ne sont pas renouvelables. Et nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas les mines chez nous. Les mines, elles sont ailleurs. Et en fait, comme nous n'avons pas les mines chez nous, nous ne nous rendons pas compte de ça, et pourtant ces mines, on les avait pendant un temps. Jusque dans les années 80-90, les Américains, par exemple, étaient les premiers producteurs de terres rares de la planète. Mais comme les conditions environnementales de l'extraction de ces terres rares en Californie étaient tellement mauvaises, la mine de Mountain Pass a fermé. Et c'est la Chine qui a récupéré le leadership des terres rares. Et puis, en Occident et en France, nous avions le leadership du raffinage des terres rares. Nous raffinions 50% des terres rares de la planète. Et figurez-vous que ça se passait à La Rochelle. Et ça se passait à La Rochelle, ça se passait chez le chimiste Rhône Poulenc, aujourd'hui Solvay, à quelques encablures d'ici. Et les conditions, les enjeux environnementaux autour de la purification des terres rares étaient tels que finalement Rhône Poulenc s'est dit mais on va délocaliser une partie de nos activités et on va les envoyer en Chine. Donc on a délocalisé les mines, on a délocalisé les usines et finalement on a délocalisé la pollution. On s'est débarrassé de la pollution des matières premières nécessaires aux technologies vertes.
On a laissé d'autres pays se salir pour pouvoir nous fournir le minerai purifié, pour que nous puissions dire, regardez, nous avons des technologies qui ne mettent pas de CO2, c'est merveilleux, nous sommes propres. Alors du coup, quand je regarde ça, moi je ne viens pas de l'écologie, je ne suis pas militant, je ne suis pas dans un parti, mais quand je me suis rendu compte de cette réalité-là, un peu par hasard, et étonné, je me suis posé la question, et je vous la pose, nous sommes dans une transition énergétique, pas l'ombre d'un doute, mais est-ce que nous sommes dans une transition écologique, compte tenu de ce que je vous dis ? Et il y a bien évidemment des solutions, puisqu'il faut parler de solutions pour faire de cette transition une transition qui ne soit pas une transition au rabais, qui ne soit pas une transition paresseuse. Tout d'abord, Francis Bacon dit « le savoir, c'est le pouvoir ». Et je pense que nous ne savons pas, en réalité, quelle est l'intensité matière de toutes ces technologies, et donc le coût environnemental associé. Et je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait, je propose qu'il y ait un bilan matière qui soit à chaque fois inscrit sur les produits. Il y a un bilan carbone pour chaque produit que nous achetons, on le connaît, mais on ne connaît pas le bilan matière. Un téléphone portable de 120 grammes, c'est, nous dit l'ADEME, 70 kg de matière qui a dû être transformée, traitée pour arriver à un produit fini de 120 grammes. Le ratio entre les deux, c'est x 600. Il faut 600 fois plus de matière pour arriver au produit fini. Il faut que cet indicateur soit inscrit, il faut que d'autres indicateurs que celui-ci d'ailleurs soient accessibles aux politiques, au public, de manière à ce que nous prenions conscience, que nous ayons la connaissance de ces enjeux-là qui nous échappent. Bien évidemment, et c'est notre solution, il faut rationaliser la matière. Aujourd'hui, nous gaspillons la matière. Nous ne recyclons quasiment pas de métaux rares. Pour certains d'entre eux, c'est moins de 1%. On sait recycler, mais on ne veut pas le faire, c'est trop cher. On préfère aller se resservir en minerai directement à la mine. Du coup, nous substituons très peu. Pareil, moins de 1% pour la grande majorité des métaux rares. Pas d'économie circulaire ou quasiment pas d'économie circulaire des métaux rares. Problème bien évidemment d'obsolescence programmée. Donc à un moment, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on évite ce gaspillage. J'adore cette phrase du gouvernement dans la feuille de route d'économie circulaire de mai 2018. Cette phrase est très belle, ils disent en introduction, en préambule, le XXe siècle a été le siècle des gains de productivité sur le travail, le XXIe siècle sera le siècle des gains de productivité sur la ressource. Et je pense que ça doit être l'une des grandes aventures de ce siècle que de justement arriver à ces gains de productivité sur la ressource. Et même si on arrive à tout recycler, eh ben malgré tout, ça ne suffira pas parce que nos besoins sont croissants, voire exponentiels. Donc il faudra toujours aller à la mine. Et c'est ma dernière proposition, je crois à la mine en France. C'est scandaleux, mais je crois quand même à la mine en France parce que d'abord, c'est la mine responsable. Je ne dis pas propre. Mine propre, ça n'existe pas. Mais la mine responsable, c'est la mine qui est plus responsable aujourd'hui qu'elle l'a été en France il y a 30, 40 ans, et surtout qui est plus responsable que la mine en Chine. Et je préfère la mine responsable chez moi que la mine irresponsable ailleurs. Et finalement, c'est une bonne décision écologique parce qu'au moins, on a des minerais moins sales et donc des technologies vertes avec un coût écologique qui est moindre. Je crois à la mine éthique. Je pense qu'il faut que nous assumions la production de métaux pour nos besoins en transition énergétique et numérique à hauteur de notre poids dans le PIB mondial. Le poids de la France dans le PIB mondial, c'est 2,2%. Eh bien, il faut qu'on produise 2,2% des métaux et que nous ne laissions pas toujours les plus pauvres creuser à notre place. Je pense que c'est ça vraiment qui ferait que la transition écologique serait une transition solidaire. Et puis, je crois à la mine pédagogique, c'est-à-dire que c'est bien beau les discours, mais si vous n'avez pas une mine en face de vos yeux, on ne comprendra pas, on ne fera rien. Et moi, je ne vois pas comment on pourra changer réellement tant qu'on ne verra pas sous nos yeux à nos fenêtres une mine et qu'on fera le lien direct entre le trou et le produit fini. Et peut-être à cette condition-là, alors nous serons prêts, non pas seulement à cette transition collective et technologique qui est la transition écologique, énergétique, mais à cette transition qui est aussi une transition intérieure, une transition de nos modes de consommation qui est absolument indispensable. Juste pour terminer, je vous laisse avec cette phrase de Jean Monnet que j'aime bien. Il dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. Jusque maintenant, il a eu raison, mais demain, est-ce qu'on saura lui donner tort ?» Merci.